tous. Bonjour à vous, monsieur le témoin. We are here for Nous sommes ici pour poursuivre l'interrogatoire de la défense de monsieur Gbagbo. Je vais poser la question à l'équipe de défense de monsieur Gbagbo. Où est-ce que vous en êtes? De combien de temps pensez-vous encore avoir besoin pour achever votre interrogatoire? Maître Altit, puis Maître Knops. Merci, Monsieur le Président. L'interrogatoire par la défense de Laurent Gbagbo durera 2 sessions d'aujourd'hui et pourrait déborder sur la 3e session sans que j'en sois tout à fait sûr. Ça dépend évidemment de la manière dont le témoin va répondre aux questions. Au moins 2 sessions et certainement prendra fin avant la fin de la journée. Mais il reste une petite zone d'incertitude quant à la 3e session. well, thank you very much. Le président, merci beaucoup. Nous espérons effectivement que vous allez vous en tenir à 2 volets d'audience. Maître Knops. Maître Knops, bonjour, monsieur le président, madame, monsieur les juges. La défense de monsieur Blégoudet souhaiterait interroger le témoin pendant un maximum d'un volet d'audience et c'est maître Zoukou qui posera des questions. Il vient de m'informer que pendant le week-end, il a passé en revue les questions qu'il entendait lui poser au témoin et qu'il s'attend à achever son interrogatoire en un seul volet d'audience. Le président, très bien, c'est une bonne nouvelle. Maître Altit, je vous invite à essayer d'achever votre interrogatoire pendant 2 volets d'audience. Maître Knops, non, monsieur le président, mon intervention n'avait pas pour but de faire pression sur Maître Altit, le président. Moi non plus, je ne voulais pas le faire. Je voulais simplement que l'on simplifie les choses parce que il faudra également redonner la parole à monsieur le procureur pour des questions supplémentaires. Je suppose que vous ne savez pas de combien de temps vous pensez avoir besoin, car vous n'avez pas encore entendu toutes les questions que poseront les autres parties. Monsieur Garcia, tout à fait. Bonjour, monsieur le président, madame, monsieur le juge. Pour le moment, je ne pense pas avoir de questions à poser, de questions supplémentaires à poser. Le président, très bien, merci. Donc, je donne la parole à maître Hocher pour qu'il puisse achever son interrogatoire. Maître Hocher. Bonjour, mon colonel. J'espère que vous avez pu vous reposer pendant le week-end. Merci, bonjour, maître. Oui, effectivement, je me suis reposé. I will begin by asking you Je vais commencer par vous poser des questions sur les véhicules au sujet desquels vous avez été interrogé. On vous a posé des questions concernant 2 véhicules dont disposait la garde républicaine. Le premier était russe et le deuxième était de fabrication sud-africaine. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous pouvez me dire si d'autres unités disposaient de véhicules, à part la garde républicaine, est-ce que les autres unités disposaient d'autres véhicules? Affirmatif, d'autres unités disposaient effectivement d'autres véhicules aussi. I just want to be clear that you Je veux juste être certain que vous avez bien compris ma question, étant donné la façon dont cela a été retranscrit. Ma question est la suivante. Les 2 véhicules au sujet desquels vous avez été interrogé, le véhicule russe et le véhicule sud-africain, est-ce que vous savez si d'autres unités, à part la garde républicaine, avaient également ce type de véhicule précisément?
J'ai répondu oui. Le véhicule russe, certaines unités avaient ces véhicules russes aussi. Quant au véhicule sud-africain, si ma mémoire est bonne, c'était la garde républicaine qui disposait de ce véhicule. And on the vehicles which the Republic Et sur les véhicules dont disposait la garde républicaine, est-ce qu'il y avait une indication? Est-ce que les véhicules portaient une indication indiquant ou précisant qu'ils appartenaient à la garde républicaine? Affirmatif, il y a deux éléments qui attestent cela. Il y a d'abord le numéro d'immatriculation. Chaque corps a un numéro d'immatriculation et concernant la garde républicaine, tous nos véhicules commencent par le numéro 51. Mais en plus, il était marqué sur les véhicules, il était notifié GR, qui signifiait garde républicaine. and if you remember, Lorsque le procureur vous a posé des questions avant cette procédure, il vous a montré des vidéos et il vous a posé des questions au sujet de certains véhicules. Lorsque ces vidéos vous ont été montrées, est-ce que vous vous souvenez si vous avez vu le symbole GR? Oui, je crois l'avoir vu. I'll just refer to your interview. Je vais maintenant faire référence à votre entretien qui porte la référence CIV OTP 0057 1430 à la page CIV OTP 0057 1445. From lines 1 to Je vais lire à partir de la page, de la ligne, je dis, 125 à 130, et je cite en français. nous étions les seuls à les avoir, parce que comme je dis, nous n'étions pas seuls à Bobo. Il y avait d'autres unités. Donc, les Mamba partaient avec les éléments. Mais ce char, on a des chars comme ça aussi. Oui, voilà. Maintenant, là, comme ça n'est pas marqué, en tout cas, je ne vois pas vraiment la sigle GR au-dessus pour dire que c'est un des nôtres. Mais on avait des chars comme ça. Would you like to Est-ce que vous souhaitez donner une réponse différente à la lumière de ce que vous aviez déclaré au procureur? Correction de l'interprète, il s'agissait de la page 1455. Bien. Si c'est ce qui a été dit, je dis apparemment, dans mon esprit, j'avais cru voir GR, parce qu'au moment où je répondais aux questions,
je n'avais pas encore, je crois, vu la vidéo. Mais dans mon état d'esprit, j'avais cru voir GR écrit en peinture blanche sur les véhicules. Well, why would you be expressing yourself Et pourquoi est-ce que vous avez tenu les propos suivants? Je n'ai pas vraiment vu le sigle GR lors de votre entretien. On vous avait pas montré une vidéo pendant votre entretien. La vidéo, je l'ai vue, je crois, il y a quand même 3 ans ou 4 ans. Et j'ai cru voir justement marqué GR sur le flanc du véhicule. All right. Well, we may come back. Très bien, nous reviendrons là-dessus plus tard, mais nous allons passer à autre chose maintenant. If I can just show you J'aimerais vous montrer à nouveau une vidéo qui vous a été montrée par le procureur portant la référence IVOTP 0048 1651 à partir de 00 minutes 22 secondes jusqu'à 00 minutes 45 secondes. C'est la vidéo qui vous a été montrée et où vous avez parlé de munitions. Could you please confirm if it's public? La greffière d'audience, pourriez-vous nous confirmer s'il s'agit d'une pièce publique? Maître Rocher, oui, pardon. Effectivement, c'est une pièce publique. Oui, c'est ça. C'est des... in this image. Sur cette image, mon colonel, l'on voit des caisses qui vous ont été montrées précédemment, qui semblent I want to ask you to help us to the extent you can. qui sont donc semblent être devenues poussiéreuses. Et j'aimerais que vous nous aidiez, que dans la mesure où vous pouvez le faire, en nous donnant une date relative à ces munitions. Serait-il juste de dire que ce dépôt a été créé dans les années 60? Est-ce que c'est quelque chose que vous savez? Malheureusement pas, je ne sais pas. And between 2000 Entre 2004 et 2010, est-ce que la garde républicaine a reçu de nouveaux approvisionnements ou pas? Au niveau des approvisionnements, cela est géré par le chef de corps. Maintenant, pendant cette période, au niveau de la garde républicaine, Massoud
à munitions et d'armes, nous n'avions pas reçu de munitions et d'armes complémentaires. Donc, pendant cette période, étant donné que ce n'était pas moi qui en avais la responsabilité, et comme vous avez dû vous en apercevoir sur un document signé du chef d'escadron de la gendarmerie qui souhaiterait avoir des armes individuelles et des munitions, cette demande avait été adressée au chef de corps, le général de Boblé. Now, when the prosecution was asking, Lorsque le procureur vous a posé des questions au sujet des armes dont disposaient des individus que vous avez vus mais que vous n'avez pas reconnus, est-ce que ces individus sont venus au camp avec ces armes? Le président, vous faites référence à la centaine de personnes, parce que si vous dites simplement les personnes auxquelles a fait référence le procureur, parce que le procureur a posé des questions pendant l'enquête et a posé des questions dans le prétoire, il faut être précis. Parfois, il est difficile de comprendre ce que vous entendez par au juste et le transcript risque de ne pas être clair. Maître Rocher, vous avez tout à fait raison, monsieur le procureur. Je fais référence au procès. Lorsque le procureur a posé une question au sujet d'une centaine de personnes qui portaient des vêtements civils et le témoin n'avait pas reconnu qui ils étaient. Monsieur le témoin, ma question est la suivante. Est-ce que ces personnes sont arrivées dans le camp avec les armes dont elles disposaient? Merci, maître. À vous dire, je n'ai même pas vu arriver ces éléments supplétifs. Parce qu'au niveau de la caserne, il y a l'entrée principale et il y avait un portillon, une porte dérobée du côté de la façade lagunaire où on pouvait naturellement faire passer des hommes. Et je crois que c'est à ce moment-là, c'est par là-bas qu'ils sont passés. Et le premier jour où je les ai vus, c'était en sortant de mon bureau le soir, un soir, et j'ai constaté cette présence inattendue. now, the weapons that Question. Les armes que vous aviez dans le camp pour vos éléments à vous, les hommes qui étiez sous votre commandement, évidemment, c'est vous qui contrôliez ces armes-là, n'est-ce pas? Oui, j'en avais la responsabilité, mais le contrôle effectif était fait par le responsable de l'armement, qui était l'adjudant BD Kofi. Et donc, c'est lui qui réellement avait la comptabilité. J'en avais la responsabilité du nombre et de la façon dont étaient donc utilisées ces armes. and can you confirm that those Et est-ce que vous pouvez confirmer que ces armes-là n'étaient utilisées que par vos éléments à vous? Oui, ces armes-là étaient utilisées par mes éléments à moi, c'est-à-dire ceux qui étaient sur la base avec moi, et aussi les éléments qui étaient en détachement
en qualité de garde-corps auprès de certaines personnes, bénéficier aussi de cet armement. Right, thank you. Fort bien, merci. I'm just going to read you Je vais à présent vous lire une des réponses que vous avez fournies au bureau du procureur. Réponse que vous avez apportée lors de votre entretien. Elle a trait à ces jeunes personnes qui brûlaient des pneus. it. Elle se trouve à la page CIV-OTP 0057 1463. Et la page en question est CIV-OTP 0057 1466. Referring to another argument. Le président, et là vous faites référence à un autre groupe de personnes, vous ne parlez pas des centaines qui sont arrivées. Je veux juste éviter toute confusion. Vous parlez de jeunes personnes, vous parlez de la centaine de personnes, de jeunes. Maître Rocher, en fait je n'ai pas utilisé le mot jeune, le président. Non, c'est... Je vais relire ce que vous avez dit, je vais vous lire une phrase. C'est une réponse que vous avez apportée au procureur dans le cadre de votre entretien. Maître Rocher, non, cela n'a rien à voir avec la centaine de personnes. Le président, donc vous parlez d'un autre scénario. Maître Rocher, tout à fait. Les choses vont être plus claires lorsque j'aurai lu cette phrase. Je vais citer la phrase en français. Ça se résume en 2 mots. Il faut dire en fait que les jeunes de Trècheville manifestaient, ces manifestations de rue, en brûlant des pneus, en faisant un certain nombre de choses. Et la garde républicaine All right, I'll move on to something else. Je vais passer à un autre sujet maintenant. I'm going to go to another part. Alors, je vais passer à une autre partie de votre audition et nous allons aborder un sujet différent. And this is at CI. Document CIVOTP 0057 1430, page CIVOTP 0057 1448. Et cela commence à la ligne 673 et je cite en français. Ce sentiment à partir de quel moment ou à partir de quelle période
que ce n'était pas possible de discipliner ou punir des infractions que vous voyez. And you answered, non, c'était pendant là déjà que, vous voyez, la période de formation a été faite là. Interviewer, and you say, le capitaine... Slow. Le président, un peu plus lentement, s'il vous plaît. You say, le capitaine Kipré m'a dit de façon ouverte que c'est nous qui avons dit au capitaine de ne pas vous informer, mon colonel. Moi, c'est déjà là, c'est déjà là. Interviewer, bon. You then say, à la limite, Vous dites, aurait pu m'affecter si on estimait que je ne faisais pas l'affaire, mais dans le même temps aussi, je me suis dit que si tu es là, bon, ils ont leur raison, mais tu fais attention. End of quote. fin de la citation. And my question is, Et voilà quelle est ma question. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là de votre entretien, vous n'avez pas dit ce que vous avez dit dans le prétoire, à savoir qu'on vous avait dit qu'il n'avait plus confiance en vous? Je ne comprends pas la question. Si vous pouvez la reformuler, parce que vous venez de lire un passage, ensuite vous me demandez pourquoi est-ce que je ne comprends pas. Si vous pouvez la reprendre. all right, fair enough. Bien. Qu'à cela ne tienne, voilà ce à quoi je veux en venir. Vous dites à la personne qui vous écoute là que le capitaine Kipré vous dit ouvertement qu'ils avaient dit au capitaine de ne pas vous informer. Mais vous n'avez pas parlé de la partie essentielle de cette conversation, ce que vous avez dit ici dans le prétoire, à savoir, ils avaient déclaré qu'ils n'avaient plus confiance en vous. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit cela lorsque vous leur avez dit que le capitaine Kipré vous a dit de façon ouverte qu'ils avaient dit au capitaine de ne pas vous informer? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas ajouté cet élément essentiel, à savoir le fait qu'ils avaient perdu confiance en vous, qu'ils n'avaient plus confiance en vous? Merci. Mais peut-être que la question ne m'avait pas été posée, sans doute, et ceci pourrait expliquer cela. Vous savez, je pense que il y a certaines choses que vous pouvez dire aujourd'hui, et puis demain, ajouter d'autres choses, sinon peut-être retirer. Mais à partir du moment où on ne m'avait pas posé la question, je n'en ai pas parlé. Those are all my... Voilà, je n'ai plus de questions à poser, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Nous avons une petite question d'organisation qui va prendre 10 secondes. Et je vais commencer. You have 15 seconds. Alors, vous avez 15 secondes.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour, colonel. Bonjour, maître. Mon nom est Emmanuel Altit et je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. Merci. À mon tour, je vais vous poser des questions et je serai reconnaissant d'y répondre de manière concise et précise. D'accord? Merci. Autant que faire se peut, je m'y emploierai. Merci. And the interpreters would be Et le président et les interprètes vous seraient extrêmement reconnaissants si vous ménagez des temps d'arrêt et si vous parlez lentement. Les interprètes et les sténotypistes, bien sûr. Questions et vos réponses. Comme cela, les interprètes pourront avoir le temps de passer d'une langue à l'autre. D'accord? D'accord. Parfait. Alors, colonel, vous nous avez parlé de la bataille d'Abidjan. Vous vous rappelez? Affirmatif. Vous nous avez dit qu'elle avait eu lieu lors de la deuxième quinzaine de mars 2011. Vous vous souvenez? Affirmatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette bataille? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était cette bataille? Qui étaient les protagonistes? De votre point de vue, naturellement. Merci, maître. S'agissant de la bataille d'Abidjan, il y avait les forces de défense et de sécurité qui avaient donc, depuis le décret numéro 10-306 du 14 novembre 1910, portant réquisition des forces armées nationales, depuis ça aussi, depuis ce décret aussi, toute l'armée avait donc comme mission de sécuriser et de protéger la ville d'Abidjan. Donc, nous avions les forces de défense et en présence, nous avions des groupes armés non identifiés, soit on parlait de rebelles ou de jeunes aussi qui d'obédience RHDP et donc qui faisaient des incursions dans les commissariats pour poser des actes contre les forces de défense. Et donc, il y avait une chose, j'étais sûr, les forces de défense de sécurité et en face, des groupes de défense non identifiés, mais qu'on traitait soit de rebelles, et d'autres jeunes aussi qui avaient pris fait et cause, je crois, pour le groupe politique RHDP. Voilà, maître, ce que je puis dire. D'accord. Et à partir de quand ces groupes armés que vous venez de qualifier, dont vous nous avez rappelé qu'ils étaient qualifiés de rebelles, se sont mis à attaquer les commissariats, comme vous l'avez dit? Si mes souvenirs sont exacts, cela déjà dans la période du mois de février, janvier-février déjà, on avait ce type d'attaque. Et il y a eu des morts parmi les policiers? Oui, il y a eu des morts.
D'accord. Ils ne se sont attaqués qu'à des commissariats? Principalement, oui. D'accord. Vous souvenez-vous du nom d'un ou de plusieurs de ces groupes? Merci, maître. On parlait du commando invisible dans la commune d'Abobo, par exemple. Et vous avez un autre exemple en tête? Non. Par qui était-il dirigé, le commando invisible? Aucune idée, maître. Aucune idée? Affirmatif. D'accord. Vous parlez de groupes armés à l'intérieur de la ville, présents, d'après ce que vous nous dites à l'instant, enfin, se manifestant, d'après ce que vous dites à l'instant, depuis février par des attaques. Y avait-il à l'hôtel du Golfe des troupes armées opposées au régime du président Gbagbo? Affirmatif. Ils étaient nombreux? Je n'y étais pas, donc je ne peux pas savoir leur nombre. Mais vous êtes un militaire de haut rang, avec de hautes responsabilités. Vous étiez à l'époque un militaire de haut rang avec de hautes responsabilités. Vous n'aviez aucune information sur les personnes qui se trouvaient au Golfe? Alors, vous me parlez maintenant sur les personnels effectifs. Oui, vous m'avez posé la question. Je vous ai dit que c'était donc des militaires d'obédience RHDP, donc qui étaient au Golfe. S'agissant maintenant de leur nombre, je ne peux pas vous le dire, malgré ma position de haut gradé. D'accord. Par qui étaient-ils commandés, ces militaires se trouvant au Golfe? Merci, maître. Je ne sais pas qui commandait ce groupe ou bien ces militaires qui étaient au Golfe. Parce que moi, je n'étais pas au Golfe, donc je ne peux pas savoir cela. Disposait-il à votre connaissance d'armements lourds? Ça, je ne les ai pas vus parce que je n'étais pas sur donc, le terrain au niveau du Golfe. Cependant, par les médias, j'ai vu qu'ils avaient des armes lourdes au niveau des médias. Ces militaires se trouvant au Golfe avec des armes lourdes, se sont-ils livrés à des attaques contre les forces de sécurité? Je dirais plutôt qu'il y a eu des combats entre ces deux fractions. Maintenant, quitte à savoir si c'est eux qui ont donc déclenché l'attaque, je ne peux vous le dire. D'accord. Quand y a-t-il eu des combats entre ces deux factions, comme vous dites? Je peux juste vous donner la période, comme je dis, mais pas de façon exacte. C'est dans la période de janvier à mars, mais je ne peux pas vous donner une date précise, parce que je n'ai pas souvenance. Il y a eu des morts? Je ne faisais pas partie du premier plan de ces combats. À notre niveau, je n'ai pas eu des informations faisant état de notre côté qu'il y avait eu des morts. Également, du côté aussi des ennemis.
D'accord. Vous nous avez parlé de l'attaque qui avait été lancée contre votre caserne où vous vous trouviez. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Merci, maître. Ces attaques se sont passées dans la période du 4 au 5 avril. Et ça s'est passé nuitamment, où nous avons été bombardés. Et jusqu'au petit matin, tous nos moyens de défense et de combat avaient été mis hors d'usage. La cuisine, aussi également, tous nos véhicules, les bâtiments aussi. Et voici un peu ce qui s'est passé, le constat que je fais au petit matin. D'accord. Vous aviez été bombardé comment? Par quel type d'armes? Merci, maître. C'était un bombardement aérien à partir d'avions de chasse ou bien d'hélicos, je crois. Donc c'était un bombardement aérien et non terrestre. Avion de chasse, hélicoptère de quelle nationalité? Ça s'est passé, j'ai dit nuitamment. Je n'avais pas de jumelles à infrarouge pour voir un peu les caractéristiques de ces engins. Donc, maître, c'est une question vraiment à laquelle je ne peux pas répondre. Vous ne saviez pas, que les choses soient claires, de quelle nationalité étaient les hélicoptères qui vous bombardaient et les avions de chasse qui vous bombardaient, c'est bien cela? Je dis, je n'ai pas vu les avions, les hélicos, parce que ça s'est passé nuitamment. Mais au regard des informations, je pense que ça s'est fait par l'ONUCI et la Licorne. Ce sont les informations que nous avons reçues sous mandat ONU. La Licorne, c'est quoi? C'est les forces françaises. D'accord. Donc la nationalité des hélicoptères et des avions de chasse était, selon toute probabilité, à votre avis? Il y avait l'ONU, il y avait aussi la France, donc ça pouvait être aussi des avions, des hélicos du moins de l'ONU venant d'autres pays ou aussi la France. À votre connaissance, il y avait des hélicoptères ou des avions de chasse qui tiraient à Abidjan et qui n'étaient ni français ni de l'ONUCI? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis c'était ces deux forces-là qui ont attaqué. Et qui ont attaqué votre caserne, c'est ça? Oui, affirmatif. Il y a eu des morts? Oh, Dieu merci, je n'ai pas dénombré au niveau de mon personnel des cas de décès. Alors, monsieur, quand je vous demande les protagonistes à la bataille, pourquoi ne parlez-vous pas des forces françaises et des forces de l'ONUCI? Dans un premier temps, c'était une bataille ivoiro-ivoirienne. Ces forces-là étaient là sous mandat pour essayer donc de maintenir la paix au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça que j'ai principalement parlé de... Je n'ai pas parlé d'eux, mais maintenant, avec vos questions beaucoup plus précises, j'ai donc affûté mes réponses.
Et leur mandat de maintien de la paix comprenait la possibilité de tirer sur les forces de défense ivoiriennes, c'est ça? Ben non. Le mandat initial, c'était le maintien de la paix. Et il y a eu donc un deuxième mandat autorisant, je crois, cela. Parce que je me dis, étant sous mandat ONU, mais il ne peut pas passer à une autre étape sans l'autorisation des Nations Unies. Ça, c'est une interprétation que je fais. Donc pour en revenir à ma question sur les protagonistes de la bataille d'Abidjan, est-ce que vous acceptez le fait que parmi ces protagonistes, il y avait les forces françaises et les contingents de l'ONUCI? Pour moi, le protagoniste, je lui dis, c'était donc les FDS et la rébellion d'alors, et l'ONUCI, les forces licornes, ont agi sous mandat ONU pour rétablir. Si vous permettez, je vous interromps une seconde et vous me pardonnez, mais qu'on s'entende sur le mot protagoniste. Protagoniste, en tout cas c'est le sens que je lui donne ici, c'est celui qui participe à quelque chose. Alors je vais peut-être reformuler de manière à ce que vous puissiez répondre plus facilement. Accepteriez-vous le fait que parmi ceux qui participaient à la bataille d'Abidjan, il y avait les forces françaises et les contingents de l'ONUCI? Affirmatif. Très bien. Alors, vous êtes attaqué par voie aérienne dans la nuit du 4 au 5 avril, c'est bien ça? Affirmatif. Est-ce que vous êtes attaqué par voie terrestre? Non. Est-ce que vous étiez à ce moment-là l'objet d'un siège par des forces autres? Non. Je n'ai pas été l'objet d'un camp assiégé par une autre force. Pendant donc cette nuit, avec la cadence de bombardement que nous avions, je n'étais pas même encore de réaliser si il y avait d'autres forces encore terrestres qui nous assiégeaient. Donc je ne peux pas confirmer cela. Mais jusque-là, votre caserne n'avait pas été attaquée? Non. Dites-moi, est-ce que cette même nuit, les membres de la garde républicaine stationnés au plateau et stationnés à Cocody ont été eux aussi attaqués? C'est principalement Trècheville qui a été attaqué, tout simplement parce que Trècheville était donc la base. Et c'est à Trècheville que j'avais un certain nombre d'armements. Donc, étant la base au niveau d'Abidjan, tout s'est vraiment focalisé sur Trècheville. Alors, je vais vous poser la question un peu différemment. À votre connaissance, les blindés, vous nous aviez parlé à l'occasion de votre témoignage, vous nous aviez parlé de 9 blindés répartis sur 3 sites, c'est-à-dire 3 blindés par site, c'est bien ça? Affirmatif. Donc, les blindés de Trècheville ont-ils été détruits lors du bombardement? Oui, nos blindés ont été mis hors d'état de nuit. D'accord. Est-ce que les blindés présents sur le site du plateau et sur les sites de Cocody ont eux aussi, à un moment quelconque, pas nécessairement cette nuit-là, peut-être après, peut-être avant, je ne sais pas, à un moment quelconque, été mis hors d'état de fonctionner?
Non pas cette nuit, mais ultérieurement, pendant l'attaque au niveau de Cocody, c'est aussi à ce moment que ces blindés aussi ont été donc mis hors d'état de nuit. L'attaque au niveau de Cocody, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, c'était à partir du 4 jusqu'au 11 où il y avait une attaque dirigée contre la résidence et qui a débouché donc sur l'arrestation du président le 11 avril. Une attaque menée par qui? Une attaque menée par les forces de la rébellion. Personne d'autre? Ce que nous avons vu au final, lors de l'arrestation du président Gbagbo, je n'ai vu que les militaires des forces nouvelles. Et vous avez vu ça où? À la télé. Mhm. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des informations un peu plus détaillées sur qui a attaqué la résidence? Merci, maître. Oui, aujourd'hui, effectivement, ce sont des informations comme vous le dites. Oui, information aussi dans les médias. Information a été donc dit que ces forces nouvelles ont eu l'appui des forces licornes. Comme tout le monde aussi, j'ai entendu cette information. Mais comme je vous disais tout à l'heure tantôt, sur les images de l'arrestation du président, je n'ai vu que les éléments des forces nouvelles. Dites-moi, il y avait des éléments de la garde républicaine à la résidence du président, n'est-ce pas? Oui, la 4e compagnie, qui a mission donc de sécuriser la résidence, était aussi donc à Cocody. Donc c'était sa mission. Donc j'avais des éléments à Cocody, à la résidence du président. D'accord. Et ils ont eu des morts lors de l'attaque de la résidence dont vous nous parliez à l'instant? Je parle de vos hommes, hein. J'ai pas eu de mort au niveau de mes hommes. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus là au moment où l'attaque a eu lieu? Pas forcément. J'étais supposé être là. Ils étaient donc à leur poste. Mais vous savez, sous le feu de l'ennemi, vous pouvez donc prendre des dispositions pour vous protéger et donc éviter donc, de subir la mort. Et puis vous préparer et, si le temps le permet, riposter et réagir. D'accord. Sous le feu de l'ennemi, qui était l'ennemi là? Qui tirait sur eux? Je vous ai dit tout à l'heure, cette bataille était menée par les éléments des forces nouvelles. D'accord. Est-ce que parmi les soldats, ou officiers d'ailleurs, les membres de la garde républicaine qui défendaient la résidence, est-ce que certains appartiennent toujours à la garde républicaine? Au niveau de Cocody, non. Mais certains éléments d'autres casernes sont encore aussi, actuellement, à l'heure où je vous parle aussi, en poste au niveau de la garde républicaine. Que sont-ils devenus?
Que sont-ils devenus, ces membres de la garde républicaine qui défendaient Cocody, qui n'ont pas été tués? Aujourd'hui, dans le cadre donc des affectations au niveau donc de l'armée, ces éléments ont été donc affectés dans d'autres unités. Il n'y a pas eu de disparus. Pas à ma connaissance. Parce que, tout simplement, à l'appel de nouvelles autorités, lorsque tous les éléments, tous les militaires qui ont répondu à l'appel sont arrivés, nous avons effectivement constaté des absents. Par exemple, en la personne du lieutenant-colonel Okomodi, qui n'était pas donc venu et qui a dit qu'il ne pouvait pas, lui, répondre à cet appel. D'autres militaires aussi sont en exil actuellement, en la personne du chef de bataillon Tapeko Kipré, qui était lui le commandant du groupement numéro 2. Et donc, tous ceux qui étaient là, je n'ai pas eu écho de militaires morts, sauf que avec donc la mise en place progressive des forces de Côte d'Ivoire, et comme je l'ai dit tantôt, dans le cadre donc des mutations, certains éléments ont été donc affectés dans d'autres corps. D'accord. Ces éléments affectés dans d'autres corps, vous ne leur avez pas parlé, vous n'avez pas cherché à savoir ce qui s'était passé? Ça s'est passé dans le cadre normal d'une affectation, des mutations. Donc, Pardon, je crois qu'il y a un malentendu, je vous interromps parce que je vais reformuler pour que ce soit plus clair. Ces éléments affectés ailleurs, qui étaient auparavant en poste à la résidence, à Cocody, qui savent donc ce qui s'est passé. Vous ne leur avez pas parlé depuis lors pour essayer d'apprendre, d'en savoir plus sur ces événements terribles, tragiques, pour savoir comment ils avaient réagi d'un point de vue militaire, mais aussi peut-être d'un point de vue personnel. Vous ne leur avez jamais parlé? pour ceux qui sont venus, parce que je dis à l'appel donc des nouvelles autorités, tous ceux qui ont voulu répondre à l'appel sont venus. Et donc, j'ai parlé à la troupe, et donc je demandais aux uns et aux autres s'ils avaient certaines informations à me donner. Et je n'ai pas eu d'éléments qui soient venus à mon niveau. Voilà un peu ce que je peux dire, me donner des informations. D'accord. Alors, le matin du 5, si je vous comprends bien, le camp a été attaqué pendant la nuit, votre matériel est détruit, c'est ça? Affirmatif. Et donc, vous partez. C'est bien ça? Ce n'est pas ça. Alors dites-nous. Au lendemain donc de ce bombardement, le capitaine Blé me demande est-ce que j'ai eu au téléphone le général Dobo-Blé. Je lui ai dit oui. J'ai eu le général
Je lui ai fait le compte-rendu, le point de la situation de mon matériel, de mon personnel, et il m'a dit bien noté. Quelque temps après, le capitaine Blé revient vers moi et me demande d'appeler le général de Boblé. Je lui dis que je l'ai appelé. Et il me dit non, appelle-le à nouveau. Donc, j'essaie de joindre le général qui, entre-temps, devait recevoir un général de l'ONUCI à son bureau. Je n'ai pas pu l'avoir. Et c'est comme ça que j'ai essayé de joindre le commandant Kipré, qui était donc son officier adjoint. Et le commandant Kipré m'a dit la chose suivante. Mon colonel, de la part du général, il dit que les combats sont terminés, que le président Laurent Gbagbo reconnaît la victoire du président Alassane et qu'à l'issue, il ferait une déclaration. Effectivement, s'agissant de cette déclaration, on a vu sur les bandes annonces que le président devait effectivement parler. Et donc, avec cette réponse que m'a donnée le commandant Kipré, j'ai été donc appelé encore par le capitaine Blé, qui lui déjà était à la base navale de Lokodjiro. Sans que je ne sache, il était déjà à la base. Et il m'a appelé pour me dire, viens nous rejoindre au débarcadère au niveau de Trècheville. D'accord. Donc, c'est à la demande du capitaine Blé que vous allez à la base navale. C'est ça qu'on doit comprendre de votre témoignage, n'est-ce pas? Oui, à sa demande, mais dans le sens où, ayant peut-être des informations, lui, parce que comme je l'ai dit, il était donc en communication avec le général. C'est avec lui que le général a fait donc les combats au niveau de Trècheville, parce que j'avais dit tantôt qu'au niveau de la chaîne, j'avais été écarté. Donc, c'est lui qui avait l'information, qui m'a donné l'information et qui m'a dit, bon, mon colonel, trouvez-nous à la base navale de Lokodjiro. Et donc, une fois là-bas, j'ai donc trouvé les officiers, le lieutenant-colonel-major Kona Boniface, à Tombré et Bamene, Charles. Vous nous avez déjà tout expliqué la dernière fois. Pardon, hein, je vous interromps, vous me pardonnez, mais tout ça, vous l'avez dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu autre chose. D'accord. Vous nous dites, si j'ai bien compris, avoir tenté de joindre le général Blé. On est d'accord? Affirmatif. Bon. Vous ne lui avez pas parlé. D'après ce que vous dites, vous ne lui avez pas parlé. Vous avez parlé à Kipré, c'est ça? C'est exact. D'accord. Alors pourquoi ne pas chercher à en savoir plus auprès de votre autorité plutôt que de suivre sans véritablement, manifestement savoir exactement de quoi il s'agissait les uns et les autres? Vous nous avez dit parce que je savais qu'ils étaient en contact, etc. Oui, ça on a bien compris. Mais pourquoi vous ne cherchez pas à parler réellement? Vous n'insistez pas, vous ne persistez pas pour parler au général Blé qui est votre autorité? Pourquoi tout ça vous semble normal, si je puis... Pourquoi? C'est simple. Parce que au lendemain donc, de ce bombardement, la situation était confuse. Le capitaine Blé, après que Kipré m'ait donné cette information, que j'ai crue, me dit la nouvelle destination, c'est Lokodjiro. Et là,
j'ai tenté de joindre le chef de corps au téléphone encore, je n'ai pas pu l'avoir. Et pour moi, après qu'on m'ait dit que les combats sont terminés, j'ai plutôt cherché à aller à Lokodjoro, parce que le capitaine Ablé m'avait dit qu'on se trouvait là-bas. Donc j'ai préféré partir, et une fois là-bas, bon, ben, il ne m'a rien dit de spécial. J'ai bien compris ça, mais vous voyez, ma question est un peu différente. Vous nous dites que c'est Kipré qui vous a dit que les combats étaient terminés. De la part du général. Oui, mais enfin, c'est lui qui vous l'a dit, n'est-ce pas? C'est précis. Bon. C'est quand même une nouvelle extraordinaire, fondamentale. C'est le type de nouvelle que l'on doit vérifier, normalement. Surtout vous, un militaire. En plus, un militaire avec des responsabilités importantes. Est-ce que ce n'est pas votre devoir de vérifier ce type de nouvelles auprès de votre autorité? I object, Your Honor. This is becoming argument. Le procureur, objection, Monsieur le Président. Mon contradicteur est en train d'ergoter. C'est la troisième fois qu'il repose la question, qu'il reformule. Il reformule. Le témoin a déjà répondu à 2 reprises à cette question. Monsieur le Président. Yes, Maître Altit. Le président mettra le titre. Nous essayons d'avoir une réponse du témoin qui tourne autour du pot. Que voulez-vous que je vous dise? Et ça n'a rien d'argumentatif. Par ailleurs, on essaie d'avoir un fait et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et surtout pour essayer de comprendre ce qu'a pu faire le témoin à ce moment-là. So please put the question. Le président, posez votre question de manière frontale et vous aurez alors une réponse directe et nous verrons après cela. Sans commentaire aucun, sans préciser si c'est important ou pas, posez votre question simplement. Parfait. Ce jour-là, avez-vous parlé au général Doc Boblé? Oui, je parlais au général de Boblé pour lui faire le compte rendu, le point de situation après le bombardement. Et j'appelle votre attention en vous disant que j'ai déjà répondu à cette question que vous me posez. Je vous remercie d'attirer mon attention. Vous a-t-il dit que les combats avaient cessé? Lorsque je l'ai appelé, c'était pour lui faire le point de situation, il m'a dit bien noté. La deuxième fois, je n'ai pas pu donc l'avoir téléphoniquement. D'accord. Et c'est le commandant Kipré qui m'a donné cette information, de sa part. On a bien compris. Est-ce que vous pouvez simplement répondre à ma question par oui ou non? Laquelle? Je prends quelques secondes pour laisser le temps au traducteur de traduire. La question est, vous a-t-il dit que les combats avaient cessé? Non. Non. D'accord. And this was clear. And this was Le président, et c'était clair, c'est ce qui ressortait clairement de la réponse. Je ne sais pas pourquoi vous revenez sur la même question, c'était absolument clair. Au cours de votre témoignage, vous nous avez dit Abidjan était le dernier bastion. Vous vous souvenez que vous avez employé ce terme? Vous vous en souvenez? Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Je veux dire que les forces nouvelles avaient, depuis le nord jusqu'à Abidjan, pris ces différentes régions. Et donc, elles étaient à l'entrée d'Abidjan. Et donc, c'était Abidjan qui était encore sous la responsabilité des forces de défense. Elles venaient d'où, ces forces nouvelles? En provenance du nord. Elles étaient bien armées, à votre connaissance? Oui, selon les informations que nous avions, apparemment, elles étaient bien armées.
nous a-t-on dit? Du matériel lourd? Selon les informations, oui. D'accord. Et selon vos informations, ont-elles commis des massacres sur leur chemin du nord à Abidjan? Selon mes informations, je dirais non, parce que tout simplement, en réalité, il n'y a pas eu vraiment de combat du nord jusqu'à Abidjan, à l'entrée d'Abidjan. Il y a eu des combats du côté de Diokoué, oui. Mais à part ça, ils ont fait une pénétration sans embâge. Qu'est-ce qui s'est passé à Djouekoué? C'était une attaque, il y a eu des combats à Diokoué, entre le FRC et puis des soldats maintenant des anciens FDS, je peux dire. Pas de massacre de population civile? À ce niveau, je ne puis confirmer parce que les deux camps se rejetaient la balle. Donc je ne puis vous affirmer si ces massacres provenaient d'un camp X ou Y. Donc le 5 avril, vous allez sur la base navale, c'est bien ça? C'est exact. Elle a été attaquée, la base navale, pendant toute cette période? Pas à ma connaissance. Je n'ai pas vu de bâtiment détruit parce que je n'ai pas parcouru toute la base. Parce que lorsque je suis sorti du bureau et que le rassemblement des supplétifs avait été donc sonné, j'étais allé me reposer dans une salle au niveau de l'Ocoduro. Donc, le 5 avril, vous êtes à cette base. Vous arrivez, si je comprends bien, tôt, puis vous vous reposez, et puis vous en partez. Est-ce que c'est bien ça? Je reste toute la journée. Mhm. Je passe la nuit sur la base, et c'est le lendemain que je me rends à mon domicile. D'accord. Et vous y restez jusqu'à quand à votre domicile? Je dis, lorsque je suis arrivé à mon domicile, je me suis lavé, j'ai changé mes vêtements et je me suis rendu au domicile de mon petit frère à Cocody. Et c'est à Cocody que je suis resté jusqu'à ce que les nouvelles autorités mises en place nous demandent de rejoindre nos postes. D'accord. Donc vous avez repris du service, toujours la garde républicaine, quelques temps après. Combien de temps après? Une semaine après, je crois, l'arrestation du président Gbagbo. D'accord. Cette arrestation ayant eu lieu le 11 avril, vous nous confirmez que vous étiez de nouveau responsable de la garde républicaine le 18 avril. C'est bien ça, à peu près? Je n'étais pas le responsable de la garde républicaine. J'étais le commandant du groupement numéro 1, parce que là, il y a l'arrêté qui me désignait en tant que tel. Et c'est donc en tant que commandant du groupement numéro 1, et l'officier le plus gradé, que j'ai donc essayé de remettre en route tous les éléments pour commencer à
travailler. D'accord. Mais vous confirmez que quoique commandant du groupement numéro 1, le 18 avril ou à peu près, vous faisiez office par intérim de commandant de la garde républicaine. Est-ce que c'est bien ça? D'office, oui, parce que, comme je l'ai dit, j'étais donc l'officier le plus ancien. Et pour étayer ce que vous dites, c'est que le commandant Kipré Yagba, qui avait répondu aussi à l'appel, quand il est venu, on s'est vu donc au plateau. Il était donc venu pour reprendre du service et il m'a dit, mon colonel, nous sommes à votre disposition, commandez, nous allons donc exécuter. D'accord. Et ce Kipré, il est toujours à la garde républicaine aujourd'hui? Non, malheureusement, il est à la maison d'arrêt correctionnelle d'Abidjan, à la Maca. Pourquoi? Je pense que la justice de mon pays peut vous dire exactement pourquoi. Mais en ce qui me concerne, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été donc appelé par un ressortissant d'un pays limitrophe de la Côte d'Ivoire, nigérien, parce que un de ses compatriotes avait été donc séquestré. Et donc, on l'avait pris à Yopougon et qu'on l'avait mis dans le coffre d'un véhicule et il a été donc envoyé à la garde républicaine. Donc, il m'a dit qu'il avait un de ses frères à la garde républicaine. Et je lui ai dit, par ma connaissance, à Trècheville, je n'ai personne. Et il m'a dit, non, c'est précisément au plateau. Donc, j'appelle le commandant Kipré et qui confirme effectivement avoir en sa possession cet élément. Et je lui demande quelles sont les raisons pour que cette personne est aux mains de la garde républicaine. Il m'a dit on l'a pris pour vérification, pour contrôle de routine. Et qu'après ça, nous allons le libérer. Quelque temps après, le ressortissant étranger m'appelle pour me dire que son compatriote n'avait pas été libéré. J'appelle le commandant Kipré à nouveau et qui me retorque que ce n'était pas mes oignons. Qu'est-ce qu'est devenu ce monsieur? Je ne puis vous dire. Peut-être que d'autres éléments sont donc d'autres éléments ont du moins attesté, occasionné sa présence à la Maca. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord. Alors, vous nous confirmez que le 5 avril au matin, la garde républicaine a cessé le combat. C'est ça? Affirmatif. Est-ce que vous nous confirmez que le 5 avril au matin, les autres unités des forces armées ivoiriennes ont aussi cessé le combat? Quand je m'en tiens au propos du colonel Bamele, je peux dire que après le 5 avril, toutes les unités de la place d'Abidjan étaient en incapacité de combattre. Et donc, pour moi, il n'y avait plus de combat. Lorsqu'au niveau de la base aérienne, le colonel Bamele
me dit qu'il reçoit de la part de son supérieur hiérarchique, le contre-amiral Vagba, qui dit que les combats continuent. Voilà ce que je peux dire à propos de cela. D'accord. Monsieur le Président, il reste 2 minutes. Je crois que c'est le bon moment pour faire un break. Okay. Le juge président, très bien, nous allons faire la pause maintenant. Nous allons reprendre à 11h30. L'audience est suspendue.